Le vaccin est un outil de lutte contre l'épidémie qu'il faut bien utiliser. Voilà, ce n'est pas le seul outil. Aujourd'hui, on a rouvert les écoles dans des conditions inadmissibles. Depuis 3 ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Voilà. Si aujourd'hui, on avait écouté ce qu'on demandait à la suite de la première vague, et moi le premier, on avait ouvert 12 000 lits de réanimation, on avait commencé à former du personnel, puisqu'on ne s'instaure pas comme ça du jour au lendemain. Infirmier en réanimation, il faut un peu d'expérience. Bon, on avait proposé de garder ouvert 8 000 lits. En continuant à former le personnel pour qu'il soit à l'aise et qu'il puisse s'intégrer dans les équipes. Mais aujourd'hui, si nous avions les 8 000 lits de réanimation et pas simplement 5 000, on ne serait pas dans la même situation de tension que celle qu'on connaît. On est obligé aujourd'hui de trier les malades. On jongle entre les malades Covid et les malades non Covid parce que, eh bien, en permanence, il faut négocier la place. On est obligé de faire sortir prématurément certains patients pour en faire rentrer d'autres. Là, il y a quelques jours, ici en Seine-Saint-Denis, un patient a attendu 4 heures dans une ambulance. Ce n'était pas un patient Covid. 4 heures dans une ambulance, une place en réanimation. Voilà la situation quand même. Covid-19 en 2020, Covid-19 en 2021, Covid-19 en 2022. Cette année encore, le Covid est la méga star de notre actualité. Après la 5e vague, le variant Omicron pointe le bout de son nez. Et dans le moment de sidération que nous vivons, dans un contexte de grande fatigue, voire de risque mortel pour l'hôpital public, voilà que le gouvernement sort de son chapeau un projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et si le tout vaccinal était un choix politique visant à faire oublier aux Français toutes les erreurs commises au sommet depuis le début de la pandémie? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Il est également militant syndical et membre de l'Union populaire. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, je voudrais commencer par te demander comment va l'hôpital public aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, avec le variant Omicron. Quelles sont les dernières nouvelles? L'hôpital va très très mal. L'hôpital est à l'agonie, mais ce n'est pas lié au variant Omicron. C'est l'élément supplémentaire qui fait que la situation s'aggrave, mais l'hôpital va très mal depuis de très nombreuses années. Et le problème aujourd'hui que nous rencontrons, là je sors de garde, j'étais de garde à l'hôpital Avicenne, la difficulté, ce sont les patients non Covid, pour lesquels nous n'avons pas de place. Parce que toute surcharge d'activité, c'est ce que nous expliquons depuis 2003, depuis la canicule, nous expliquons que tout événement donc prévisible, mais qui accroît le nombre de patients de manière un peu brutale à l'hôpital, nous met sous tension et nous oblige à faire des choix, à trier les patients. Parce que nous n'avons pas assez de place en réanimation, pas assez de place pour les hospitaliser, avec des patients qui restent sur des lits, sur des brancards dans les services d'urgence par absence de lit pour les hospitaliser. Ça s'appelle pudiquement, en termes médicaux, une perte de chance pour les patients, mais une perte de chance, ce sont des morts évitables. Voilà. Donc la difficulté aujourd'hui est ce que le gouvernement n'a pas voulu prendre en compte, alors qu'avant la crise, en 2019, nous étions dans la rue pour dire que l'hôpital allait très mal. Il n'a pas pris en compte cette réalité et rien n'a été fait depuis le début de la crise pour améliorer la situation de l'hôpital. Elle s'est même aggravée, puisque aujourd'hui, nous avons moins de personnel et moins de lits qu'en janvier 2020, c'est-à-dire avant la première vague. Alors justement, ça s'explique par des choix politiques qui datent d'un certain nombre d'années et qui n'ont pas été rectifiés, si je comprends bien. Oui, parce que les gens qui nous gouvernent sont dans une logique libérale, que ce soit la logique libérale teintée de rose ou teintée de bleu ou à la mode Macron. Depuis le tournant de la rigueur en France, 83, Bérégovoy, mais c'est le retour du libéralisme avec Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis, eh bien on a considéré que la santé ne relevait pas exclusivement du service public et qu'on a ouvert la santé au secteur marchand. On l'a ouvert avec les cliniques privées, on l'a ouvert avec les EHPAD, on l'a ouvert avec les assurances maladies complémentaires, qui ne sont plus des mutuelles, mais qui sont des assurances maladies complémentaires. Et aujourd'hui, il faut savoir que le mouvement mutualiste est minoritaire dans l'offre d'assurance maladie complémentaire. Ce sont les assurances pures et dures qui aujourd'hui offrent ce complément, mais un complément qui n'est pas du même type que la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale, on cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. L'assurance maladie complémentaire, que vous soyez smicard ou dirigeant d'entreprise, votre assurance maladie complémentaire vous coûte la même chose, parce que vous prenez la même garantie. Donc c'est très inégalitaire. Et le problème aujourd'hui, et nous on espère que ce débat va s'ouvrir dans le cadre des présidentielles, c'est
Quel avenir pour notre système de santé et de protection sociale? Enfin, en tout cas, ce que nous défendons, avec d'autant plus de force aujourd'hui, parce que la crise a montré que ce qu'on propose, c'est efficace, c'est le service public et la sécurité sociale, ce qu'on appelle intégrale. Alors le slogan c'est à 100%, mais intégral ça veut dire collecteur unique de cotisations, financeur unique. Et on a bien vu que si nous avions de très bons résultats sur la vaccination, sur les tests, enfin sur la gestion au quotidien de l'épidémie, c'est parce que la sécurité sociale a pris en charge à 100% l'intégralité des frais. Et là, j'ai un membre de ma famille qui revenait des États-Unis. La première offre pour le test pour monter dans l'avion, c'était $600. $600 à payer de sa poche. Bon, finalement, on l'a trouvé un petit peu moins cher, mais un petit peu moins cher, c'est entre 150 et $200 le test pour pouvoir voyager. Bah, écoutez, c'est quand même un problème. Hein, la sélection par l'argent dans la santé, c'est en contradiction avec tous les objectifs de santé publique. Les objectifs mondiaux de santé publique. Ben justement, en fait, en ce début d'année 2022, on expérimente une sorte de ticket de forfait, de forfait aux urgences. Désormais, quand vous allez aux urgences, si vous n'êtes pas finalement hospitalisé, vous devez payer une certaine somme, je crois environ 19 euros. C'est 19 euros, 20 euros. Autour de 20 euros. Est-ce que c'est déjà mis en place et comment ça fonctionne? Et déjà, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, dès le départ, quand ça a été proposé, nous étions opposés à cette mesure. Elle devait être appliquée au 1er janvier 2021. Au regard de la situation de l'hôpital, le gouvernement avait décidé son report sine die. Et là, brutalement, il y a 15 jours, on apprend qu'on doit le mettre en œuvre au 1er janvier 2022. Le mouvement de protestation là, a fait que ce n'est pas appliqué. Là, dans mon hôpital, depuis le 1er janvier, ce n'est pas appliqué, parce que c'est inapplicable. Enfin, c'est scandaleux sur la forme. Là, en pleine crise, nous imposer cette tâche administrative supplémentaire, c'est un non-sens. Qui plus est, ce ticket modérateur, enfin ce forfait urgence qui est présenté comme une mesure de simplification n'est pas du tout une mesure de simplification. C'est un leurre. La meilleure mesure de simplification à l'hôpital, parce que c'est vrai que la facturation est très compliquée. Hein, comme je reviens entre la Sécu, l'assurance maladie complémentaire, enfin bref, on n'y comprend rien. Et c'est source de suradministration. Et il n'y a pas que moi qui le dis, puisque quelqu'un qui est à l'autre, qui est mon patron, qui est Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique, avait déclaré à la suite du scandale de la facturation des patients hospitalisés en réanimation de plusieurs milliers d'euros, avait expliqué que s'il avait un seul payeur pour son établissement, un seul payeur qui serait la sécurité sociale, il pourrait économiser 1500 postes de personnel administratif. Donc 1500 postes qu'on pourrait basculer vers le personnel soignant. Donc si on veut simplifier la facturation à l'hôpital, c'est qu'on soit pris en charge intégralement par la Sécu, on vient avec sa carte vitale, ça suffit. Le deuxième élément, c'est que cette mesure va pénaliser qui? Les plus pauvres. Les plus pauvres. Parce que ceux qui n'ont pas d'assurance maladie complémentaire, il faudra qu'ils déboursent l'argent. Voilà. Donc, il y a le risque qu'ils se censurent et qu'ils n'aillent pas, qu'ils n'aillent pas aux urgences. Ce d'autant que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, du fait du manque de médecins en ville, pour une partie de la population, le médecin traitant, ce sont les urgences. Donc s'ils ne viennent plus aux urgences parce qu'ils ont peur d'être obligés de payer immédiatement, ça va être une catastrophe au niveau de leur santé. Voilà. Et qui plus est, heureusement que là, les directions d'hôpitaux n'appliquent pas. C'est-à-dire on facture comme d'habitude, simplement au lieu que ça soit différencié en fonction des soins qu'on aura, ça sera 20 euros, mais ça sera envoyé aux assurances maladie complémentaires. On n'a pas ouvert de caisse parce que le personnel soignant, ce qui est clair, et au niveau syndical, on a été très clair là-dessus, aucun soignant ne passera une minute de son temps à expliquer aux gens qu'ils devront payer 20 euros et les envoyer à la caisse. Donc si c'est pour créer des postes administratifs supplémentaires, franchement, c'est malvenu. Donc, et qui plus est, le dernier élément qui nous met très en colère, c'est qu'il y a déjà suffisamment de tensions aux urgences, hein, avec des situations de violence, alors qui sont dues au fait que les gens attendent trop longtemps dans des conditions inadmissibles, qu'on ne sépare pas les patients psychiatriques des autres, etc. Si en plus, vous imaginez, quand vous venez aux urgences, vous êtes quand même un minimum inquiet par rapport à votre état de santé. Si en plus, avant de partir, on vous dit, hop là, il faut passer à la caisse pour payer les 20 euros, vous n'avez pas le droit de partir tout de suite, ça risque quand même, vous voyez, de créer quelques récriminations légitimes de la part des patients. Donc on ne veut surtout pas rajouter cet élément de conflit avec la population. Si je comprends bien, ces 20 euros devront être payés par les assurances complémentaires et ceux qui n'ont pas d'assurance complémentaire. Ce sera de leur poche. Eh bien, donc ça veut dire que le choix fait par les équipes soignantes va creuser un trou. Vous savez, le choix fait par les équipes soignantes, une des raisons pour lesquelles les personnels, qu'on soit aides-soignants, infirmiers ou médecins, des raisons pour lesquelles on travaille à l'hôpital et pas en libéral, c'est qu'on ne veut pas avoir de relation d'argent
avec les patients. On ne se préoccupe pas de ça. Enfin, dans mon hôpital, en tout cas, on ne se préoccupe pas de savoir si la personne a des papiers, on ne se préoccupe pas de savoir si elle a une carte vitale, on se préoccupe de son état de santé. Puis on règle les problèmes administratifs et financiers après. Voilà. Hein, et s'ils ne peuvent pas payer, ben c'est pas dramatique. Hein, voilà. De toute façon, il faut soigner tout le monde. C'est ce qu'on appelle la déontologie. D'autres pourront parler d'humanisme. Mais voilà, enfin, la santé, la santé n'a pas de prix. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne coûte pas. Hein, donc il faut savoir aussi bien utiliser l'argent qu'on nous donne. Mais il est clair que retarder une prise en charge médicale, c'est pour le patient catastrophique, hein, puisqu'il risque d'avoir une pathologie qui évolue, et pour la société dans son ensemble, c'est catastrophique aussi. Si vous retardez la prise en charge d'une tuberculose, bah, la personne, elle se promène dans les transports en commun, elle rencontre du monde et elle va contaminer. Voilà, donc c'est tout. Alors, je suppose que tu as suivi les débats sur la loi visant à instaurer le pass vaccinal, disons à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Alors, comment tu te positionnes à ce sujet? Qu'est-ce que tu as pensé des débats? Exactement comme tu l'as présenté. Voilà. C'est une opération politique, de base politique politicienne, à quelques semaines des élections présidentielles, pour évacuer tout le reste du débat. Le vaccin est un outil de lutte contre l'épidémie qu'il faut bien utiliser. Voilà, ce n'est pas le seul outil. Aujourd'hui, on a rouvert les écoles dans des conditions inadmissibles. Depuis 3 ans, rien n'a été fait pour l'hôpital, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Voilà. Si aujourd'hui, on avait écouté ce qu'on demandait à la suite de la première vague, et moi le premier, on avait ouvert 12 000 lits de réanimation, on avait commencé à former du personnel, puisqu'on ne s'instaure pas comme ça du jour au lendemain. Infirmier en réanimation, il faut un peu d'expérience. Bon, on avait proposé de garder ouvert 8 000 lits. On continue à former le personnel pour qu'il soit à l'aise et qu'il puisse s'intégrer dans les équipes. Mais aujourd'hui, si nous avions les 8 000 lits de réanimation et pas simplement 5 000, on ne serait pas dans la même situation de tension que celle qu'on connaît. On est obligé aujourd'hui de trier les malades. On jongle entre les malades Covid et les malades non Covid parce que, eh bien, en permanence, il faut négocier la place. On est obligé de faire sortir prématurément certains patients pour en faire rentrer d'autres. Là, il y a quelques jours, ici en Seine-Saint-Denis, un patient a attendu 4 heures dans une ambulance. Ce n'était pas un patient Covid. 4 heures dans une ambulance, une place en réanimation. Voilà la situation quand même. Et on déprogramme aujourd'hui. Alors que, enfin, quand on regarde les chiffres, parce qu'on nous affole avec des chiffres qui ne veulent rien dire, le nombre de contaminations aujourd'hui quotidien, on n'en a rien à foutre. Enfin, on n'en a rien à foutre. Il n'est pas comparable au nombre de contaminations d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, hein, puisque c'est Omicron, c'est complètement différent. C'est beaucoup des jeunes qui sont contaminés avec peu de signes. Et on voit bien, il n'y a pas une explosion du nombre d'hospitalisations. Nous sommes à moins de 20 000 malades Covid hospitalisés nationalement à l'hôpital. 20 000 pour un pays de 67 millions d'habitants. On devrait être capable de gérer ça sans exclure du soin les malades non Covid qui sont beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, le retard à la prise en charge de certaines pathologies va avoir des conséquences sur l'état de santé de toutes ces personnes que l'on déprogramme. Mais là, ce qu'on va vous dire, ce que les soutiens du gouvernement vont dire, que tout ça, c'est la faute des non-vaccinés, c'est eux qui mettent, qui créent du désordre. De toute façon, stigmatiser, moi, je suis fondamentalement pro-vaccin, que ce soit le Covid ou d'autres. Voilà, je pense que le vaccin est un outil efficace. Mais il faut dire aussi que le vaccin a des effets secondaires, donc il faut savoir bien l'utiliser. Voilà, parce que quand effectivement on a une population qui est peu atteinte par le virus avec une faible mortalité, il faut se poser toujours la question du rapport bénéfice-risque, hein, avant de dire qu'il faut vacciner tout le monde, 3 doses, 4 doses, etc. D'ailleurs, on voit bien, les pays qui sont un petit peu en avance, comme Israël, sur la 4e dose, ils ne l'ont pas généralisée. Ils la ciblent sur les patients à risque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours le même type de patients qui font des cas graves. Ce sont des patients plutôt âgés, quelques jeunes, mais pour la plupart, qui ont des comorbidités. Alors on va toujours vous sortir de la boîte et vous montrer au journal de 20 h le jeune sans comorbidité qu'en réanimation. Mais c'est un nombre de patients très limité. Et puis, le chiffre important aujourd'hui qui devrait rassurer tout le monde, c'est que pour l'instant, alors moi je ne fais pas de plan sur la comète, il peut y avoir, tout est possible, hein, mais le nombre de morts aujourd'hui est faible, quotidien, est faible. Et on peut se comparer avec la Grande-Bretagne. Hein. La Grande-Bretagne... Omicron a une certaine histoire déjà. Voilà, où ils sont en avance. Ils sont en avance sur la progression de l'épidémie. Il y a 2 éléments très importants sur la Grande-Bretagne. Si Omicron était aussi dangereux que ça
ça serait une catastrophe en Grande-Bretagne, ça serait encore plus une catastrophe parce qu'ils sont majoritairement vaccinés avec AstraZeneca, qu'on a sous la pression de Pfizer, entre autres, un lobby de Pfizer, que nous avons éliminé le schéma vaccinal. Alors c'est vrai que ce vaccin est un petit peu moins efficace que les fameux vaccins ARN messagers. Un petit peu moins, mais il est efficace. Et la grande différence entre le vaccin AstraZeneca, dont le prix a été négocié avant sa production, puisque c'est l'Université d'Oxford qui a participé à sa mise au point, donc le service public, c'est que AstraZeneca 2 doses, c'est 4 €, Pfizer 2 doses, c'est 40 €. Et qu'aujourd'hui, Pfizer, et c'est quand même un scandale, rien que sur la vente du vaccin, Pfizer aujourd'hui annonce un chiffre d'affaires qui est le même chiffre d'affaires que notre champion français de la pharmacie, Sanofi, pour la vente de tous ces vaccins. Ils sont à pas loin de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien que sur le vaccin. Donc il y a quand même un problème. Juste sur le vaccin. Ce sont tous les autres produits qui fabriquent et qui vendent très cher. Et là, ils essayent de nouveau, en faisant un lobbying forcené, de susciter des préachats de la part de la communauté européenne et des pays riches sur leurs médicaments anti-Covid, qui pour l'instant n'a pas fait preuve, on a quelques éléments d'espoir, mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'ils soient efficaces. Ils veulent le nous vendre en avance à un prix qu'ils ont décidé, très cher. Voilà, il y a un vrai problème avec l'industrie pharmaceutique qui non seulement aujourd'hui nous vend très cher un certain nombre de produits et surtout qui refuse la levée des brevets et qui empêche les pays pauvres de se vacciner. Et on a vu que quand on empêche les pays pauvres de se vacciner du fait du coût des vaccins, eh bien on a l'émergence de variants comme en Afrique du Sud avec Omicron. Parce que quelque part, finalement, on dirait que la stratégie des grandes firmes pharmaceutiques, ce n'est pas justement une stratégie de santé publique, mais c'est une stratégie vraiment produit. Ils vendent à ceux qui peuvent acheter et du coup, ils ne ciblent que les pays riches. C'est une stratégie du capital. Voilà, enfin, faut être clair. À partir du moment où on accepte que la santé relève du secteur marchand, on peut être pour ou contre le marché. C'est pas le débat d'aujourd'hui. C'est un débat intéressant. Mais les gens qui investissent sur un marché, ils veulent le meilleur retour sur investissement. Or, la santé, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est assurer le meilleur état de santé possible de l'ensemble de la population mondiale. Donc, pourquoi aujourd'hui il y a un mouvement international qui est de plus en plus fort sur la levée des brevets? Parce que on ne peut pas continuer. Vous voyez, l'argument qui nous était opposé quand on a demandé la levée des brevets, il y a déjà un an, un peu plus d'un an. De dire, oh là là, c'est très compliqué à fabriquer, on ne peut pas, etc. Il n'y a pas. Aujourd'hui, les spécialistes nous expliquent qu'il y a une centaine d'usines dans le monde qui sont capables de produire le vaccin ARN messager. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il leur faut simplement le brevet. Si on avait cette centaine d'usines qui produisaient des vaccins, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Et moi, je comprends, j'ai entendu là des collègues africains, des médecins, qui expliquaient quand même, et avec une certaine force, et je comprenais leur colère, hein, on leur donne, la France a donné des vaccins, mais a donné quoi? L'AstraZeneca. C'est-à-dire, nous, on considère que ce n'est pas assez bien pour notre population, donc on le donne aux Africains. On peut comprendre que les Africains puissent être sceptiques pour un certain nombre sur l'utilité du vaccin, et puis soient très en colère de la manière dont ils sont traités, hein, c'est-à-dire qu'on donne ce dont on n'a pas besoin, quoi, hein, les restes. Les restes et ce que nous estimons dangereux pour nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas justement cette collusion entre le capitalisme et ce qui doit relever de la santé publique qui nourrit une forme de scepticisme, voire de complotisme? Parce qu'au fond, il y a des raisons de se demander si le monde ne tourne pas rond, dans la mesure où on sait ce qu'il faut faire pour endiguer cette épidémie sur le plan mondial. On sait ce qu'on peut faire au mieux. Voilà. Après, les résultats ne sont pas toujours au niveau de ce qu'on souhaite. Hein, mais voilà. On sait que c'est une épidémie mondiale et on ne se donne pas les moyens. On ne se donne pas les moyens, c'est d'autant que cette épidémie, elle va durer. On sait, avec l'histoire des épidémies que l'on connaît depuis le 19e siècle, on sait que ça dure 4-5 ans. Alors on peut espérer qu'après ce variant, on en a encore un autre qui soit moins agressif, mais on peut toujours avoir une surprise. Hein. Voilà. Donc ça doit être une stratégie mondiale, coordonnée, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Je respecte toujours les opinions des autres. Bon, je suis en désaccord avec les anti-vax, mais je ne vais pas leur jeter l'anathème. Bon, quand ils sortent des âneries, je leur dis, j'essaye de corriger. Mais après, je ne vais pas stigmatiser en disant que c'est des débiles. Voilà, bon. Non, il faut toujours dialoguer, essayer de convaincre. Mais je pense qu'ils se trompent de bataille. La bataille, c'est la bataille contre le monde de l'argent, contre le capital. Que ça soit sur la santé, que ce soit sur l'écologie,
que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la répartition des richesses. Ce qui nous pose problème, c'est le capitalisme mondial, c'est l'inégalité de répartition des richesses. Et là, on a vu que pendant la crise, ça s'est même accéléré. Ça s'est même accéléré. Aujourd'hui, on a une répartition des richesses qui est revenue au niveau du début du XXe siècle, avant la guerre de 14, quand même. Il y a un problème. Hein, et dès qu'on attaque, c'est assez étonnant là, un organisme gouvernemental, là, le comité d'analyse économique, sort une note qui n'a rien de révolutionnaire sur la question de l'héritage, qui aggrave les inégalités. Bon, ce n'est pas les revenus qui aggravent les inégalités, c'est l'héritage, hein, c'est plus fortement. Et là, mais que ce soit les Échos, le Figaro, ils sont montés au créneau. C'est caricatural la manière dont ils présentent les choses. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent protéger? C'est ceux qui ont beaucoup d'argent et qui veulent continuer à transmettre cet argent, puisque c'est ça qui reproduit les inégalités au fil du temps. Tous les gens qu'on a de riches aujourd'hui, le premier, là, qui est devenu un oligarque qui possède de plus en plus de médias Bolloré, il ne s'est pas fait lui-même. S'il n'avait pas eu sa famille et un héritage, il ne serait pas là où il est aujourd'hui quand même. Et pour beaucoup. Alors on va toujours nous en citer un qu'on sort du chapeau, qui est le meilleur de la classe et qui a réussi. Mais l'essentiel aujourd'hui des gens qui possèdent de l'argent, ils le possèdent en particulier parce qu'ils avaient un héritage important de par leur situation familiale. Alors, tu dis que le Covid-19 sera encore là pour plusieurs années, qu'on ne peut pas changer les règles tous les mois. C'est dans une intervention médiatique que tu disais qu'il ne faut pas changer les règles tous les mois. Quelles sont les mesures structurelles dont il faut parler? Et peut-être que le gouvernement évite justement en dressant les vaccinés qu'on les bien sûr, l'histoire du pass vaccinal. Aujourd'hui, il faut utiliser le vaccin, il faut utiliser le masque, mais à bon escient. Le masque dans la rue, non, enfin, je veux dire, c'est pas... Franchement, c'est pas ça la bonne mesure. C'est que les gens s'adaptent, apprennent à porter le masque quand ils ont le coronavirus, mais aussi quand ils ont la grippe, quand ils vont voir une personne âgée fragile, leur mère, leur grand-mère. Voilà, c'est apprendre à s'adapter à une nouvelle écologie. Hein, voilà, parce qu'on a ces virus, on a cette épidémie, on en aura d'autres. Mais il faut comprendre qu'au niveau de la santé, il y a 3 composantes. Physique, psychologique et sociale. On a tout misé sur le physique depuis 2 ans. Le psychologique et le social, on voit les retentissements que ça a, en particulier chez les jeunes, chez les étudiants. Donc il faut apprendre à vivre avec, en discutant des restrictions qui sont valides, en les adaptant au fil du temps, mais en ne tuant pas toute vie sociale. Voilà, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que tuer la vie sociale, c'est rendre les gens malades. C'est rendre les gens malades. On a une explosion des pathologies psychiatriques, toutes classes d'âge confondues, des gens qui vont très très mal. Voilà, donc, et on n'était déjà pas bon en France. Et on avait déjà eu des éléments avant-coureurs parce qu'on avait eu une explosion des pathologies psychiatriques après la crise de 2008. Toutes les crises provoquent. Donc il faut qu'on prenne en compte tous les éléments. Et eh bien aujourd'hui, les priorités, quelles sont-elles? Sûrement pas le pass vaccinal. La priorité, c'est comment on poursuit l'éducation des jeunes en adaptant les conditions d'études. On n'a pas fait les demi-groupes, on n'a pas généralisé les analyseurs de CO2, on ne s'est pas donné les moyens d'avoir les purificateurs d'air et les aérations des locaux, on n'a pas armé l'hôpital, ni notre système de santé. Voilà, il y a tout ça. Voilà, parce que si on n'est pas aujourd'hui, toute décision, tout retard aux décisions, eh bien, permettra qu'on ait des faux débats. Le pass vaccinal, les amendes aux entreprises s'ils ne respectent pas le télétravail. Moi, je suis syndicaliste. Ce qui m'intéresse dans une entreprise, c'est de négocier avec mon patron le télétravail, comme on l'a fait avant même la crise. Qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise en fonction des contraintes, etc. Et avec un équilibre entre la protection des salariés, la vie sociale, l'intégration des jeunes dans l'entreprise, etc. C'est ça. Et donc ça se gère au niveau de l'entreprise et pas avec un ministre du Travail qui va dire s'ils ne respectent pas, on va leur mettre 1 000 € d'amende. Enfin, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? En gros, c'est toujours le recours à la chicotte en toutes circonstances. C'est le bâton, le bâton. En termes de santé publique, le bâton, on sait très bien que c'est sûrement pas le moyen le plus efficace. Si on n'arrive pas à convaincre, on voit bien qu'on nous a, enfin, y compris le président de la République, nous a traités tous de Gaulois réfractaires. Mais nous sommes un des pays où quand les gens considèrent que les mesures sont efficaces, mais ils les adoptent très facilement. Là, je reviens de l'hôpital Avicenne, j'ai pris le tramway, le métro. Mais tout le monde avait le masque, parce que tout le monde est convaincu que quand on est serré comme des sardines dans le tramway, il faut mettre le masque. Par contre, dans la rue, non.
Voilà. Par contre, il faudrait insister sur le fait que quand on a, dans les gens qu'on rencontre quotidiennement, le masque en intérieur, quand on vit avec, c'est compliqué. Mais quand on va voir des collègues ou des amis, on essaye, plutôt de se rencontrer dehors, d'être dans une pièce ventilée. Vous voyez, que ce soit dans le bus ou dans les taxis ou dans les Uber, ouvrons les fenêtres. C'est l'hiver, on garde son manteau. Mais déjà, un courant d'air dans une pièce, dans un véhicule, ça diminue le taux de virus en suspension dans l'air d'un facteur 4 à 5. Voilà, donc ce sont ces éléments-là qu'il faut donner à la population. Et puis, il serait bien que les comités scientifiques, etc., tous les débats qu'il y a sur les chaînes d'infos en continu, ça ne soit pas que des médecins, mais qu'il y ait aussi des sociologues, des anthropologues, les sciences humaines. Parce que le retentissement sur la vie sociale, sur l'état psychique aujourd'hui de la population, c'est de ça qu'il faut qu'on se préoccupe, parce qu'il va falloir durer. Et moi, j'ai une bonne formule, c'est ma femme qui est médecin aussi qui l'a trouvée, il faut sortir du mode panique pour rentrer dans le mode chronique. Voilà, et ça sera bon pour tout le monde. Alors, dernière question, Agnès Buzyn a été mise sur la liste des récipiendaires de la Légion d'honneur, promotion janvier 2022, alors même qu'elle est mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de sa gestion de la crise Covid. Je suppose que tu n'es pas resté indifférent à cette information. Agnès Buzyn, qui est l'ancienne ministre de la Santé, qui a quitté son poste de manière assez spéciale. Ce qui m'a le plus scandalisé, c'est qu'on l'a recasé à un poste prestigieux à l'Organisation mondiale de la santé. On les breloque, mais ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que c'est un médecin qui a quitté l'hôpital, qui a fait sa carrière dans différentes instances, des hautes autorités, des structures parallèles. Là, ministre de la Santé, elle a été une mauvaise ministre de la Santé, pas parce qu'elle s'est trompée, mais parce qu'on a été nombreux à se tromper. Moi, le premier, j'ai dit des choses qui se sont avérées fausses après, parce que faut apprendre en marchant. Moi, ce qui m'irrite le plus, c'est pas qu'on soit trompé. C'est qu'on ne reconnaisse pas qu'on se soit trompé. C'est surtout ça. Voilà. Et donc là, qu'elle soit décorée, oui, c'est scandaleux. Ceux qui méritent d'être décorés, d'avoir la Légion d'honneur, c'est tous les soignants qui ont été sur le pont, qui sont toujours sur le pont, s'il faut donner des breloques à quelqu'un. Voilà. Mais sûrement pas à cette dame qui passera dans les poubelles de l'histoire. Voilà. Merci beaucoup Christophe, c'est la fin de cette interview. On rappelle que le média est un média indépendant qui ne vit que des cotisations de ses sociétaires et des dons de ceux qui l'aiment. Alors donnez-nous de la force, mettez un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous, activez la clochette et si vous pouvez, faites plus, impliquez-vous. Merci.